Oui, bonjour. Alors, Colette méditerranéenne, c'est évidemment un titre à la Frédéric Maget. Personnellement, quand je pense à Colette, je ne pense pas tout de suite à la Méditerranée. Heureusement, on a 3 Méditerranéennes qui vont pouvoir défricher le terrain. Bon, d'abord, je vais faire un peu de pub pour chacune parce que j'aime bien ce qu'elles font et que leurs livres sont là, donc je vous conseille d'aller les chercher et les acheter et les lire. Enfin, les acheter d'abord, essentiel. Et donc Simonetta Greggio, donc, votre premier roman c'est en 2005, et depuis il y en a eu une douzaine, et le dernier paru en 2021 chez Stock s'appelle Bellissima, et au fond c'est la dernière partie d'une trilogie qu'on pourrait dire autobiographique de l'Italie, mais dans Bellissima, là vous prenez la parole en personne. Oui, oui, vous m'entendez, oui. C'est la première fois que je le fais vraiment en tant qu'écrivaine et en première personne. Et ma mère m'a dit, tu pouvais écrire tous les livres, mais pas celui-là. Et je lui ai répondu, c'est justement pour ça, maman, pour écrire ces livres-là que je suis devenue écrivaine. Je me recule parce que voilà. Je ne vois pas à cause du projecteur, oui. Donc voilà, merci de rappeler ça. Alors Carmen Boussani, vous êtes universitaire, romancière, essayiste. Alors il y a un très beau livre de vous que j'ai lu, alors je peux en parler et dire qu'il est très beau. Je sais qu'il est là. C'est le livre que vous avez écrit puis chez Flammarion sur André Chédid, Écriture de l'amour. Mais vous avez aussi travaillé sur Colette. Ça, j'ai pas lu votre livre sur Colette. Oui, c'est ça. Mon premier livre, c'était sur Colette. Puisque j'ai fait ma thèse d'état sur Colette, j'ai eu un coup de cœur pour cette écrivaine. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à l'époque aussi c'était la guerre. Et pour moi, la rébellion chez Colette m'a attirée en tant qu'orientale libanaise vivant dans mes traditions, mais où je me rebellais au fond de moi-même. Donc je trouvais une réponse dans l'œuvre de Colette. Je me suis plongée longtemps, j'ai écrit après sa biographie, l'écriture corps chez Colette, et je l'ai enseignée longtemps à Beyrouth, dirigeant des mémoires et des thèses. Colette fait partie vraiment de mon moi intérieur, non seulement intellectuel. Alors, Paola Palma, vous êtes professeure d'études cinématographiques à l'Université de Caen, notamment. J'ai remarqué que vous aviez écrit, pas seulement sur Colette, mais sur quoi vous avez écrit d'autres Allez, avouez. J'ai écrit, vous m'entendez? Oui. J'ai écrit un livre sur Nosferatu le vampire. Je l'ai coécrit. Voilà, que j'ai pas lu, mais que j'ai très envie de lire depuis que j'ai vu le descriptif. C'est très bien, en fait. Et oui, j'aime bien parce que j'ai travaillé sur le fantastique dans les arts du spectacle. Et c'est vrai que j'ai un penchant pour les vampires. Je travaille aussi sur les coproductions franco-italiennes au cinéma des années 50-60, c'est-à-dire tout le cinéma français et italien que vous connaissez des années 50 et 60, mais sous l'angle justement de ces accords officiels entre les gouvernements qui ont complètement changé l'histoire du cinéma des deux pays et de l'Europe. Voilà. Alors on n'a pas le traducteur qu'on espérait avoir, mais peut-être vous le ferez entendre un petit peu. Mais vous aussi, vous avez traduit Colette, vous avez traduit les écrits sur le cinéma, puisque vous êtes intéressé à Colette et le cinéma. Alors, il y a ce petit livre qui est là, que j'ai lu d'abord comme un petit essai que j'ai trouvé très très bien, mais depuis hier, je suis frustrée parce que vous m'avez expliqué que c'était juste la condensation d'un gros livre. Oui, condensation douloureuse, parce qu'en fait, au début, c'était ma thèse. Ma thèse était intitulée à Colette et le cinéma et je l'ai publiée en Italie. Ça fait 400 pages. Il y a plein d'images, mais je ne suis pas encore arrivée à la faire traduire entièrement et à le publier en France. Mais par contre, cette belle collection, Le cinéma des poètes, m'a proposé de publier Colette et le cinéma, d'où le titre qui en fait reprend celui de la publication des Viremont, mais c'était obligé. Et du coup, j'ai dû vraiment... c'était un peu comme prendre son propre enfant et décider que, bon, il faut enlever des bras, un morceau des jambes, ce sera joli quand même, ce sera toujours lui. Et donc, j'ai fait ça. Pour ce livre, c'est ça. Mais je suis assez satisfaite du résultat parce que tout le travail scientifique qu'il y a derrière est finalement condensé dans
dans des pages qui sont agréables à lire, c'est ce qu'on m'a dit, et très facile à comprendre. Donc même s'il n'y a pas toute la science et la recherche et les ressources que j'ai utilisées, qui sont affichées, de toute façon, c'est toujours mon petit bébé, voilà. Oui, mais en dépit de ce que j'ai dit, quand on ne sait pas que c'est la condensation d'un gros livre, c'est extrêmement agréable à lire, c'est tout à fait pertinent, et en plus ça coûte 12 €, donc vraiment, vous avez intérêt à l'acheter, quoi. Et je peux même vous le dédicacer en italien. Bon, alors, Simonetta Greggio, vous avez écrit sur Colette, vous, ou pas du tout? J'ai eu la chance d'écrire quelques papiers cette année. C'était un peu un bonheur pour moi parce que Colette, comme pour vous, a été constitutive de mon métier d'écrivain, mais aussi de ce que je suis devenue en tant que femme. J'en parlais ce matin au petit déjeuner, on se disait qu'on devrait filmer nos petits déjeuners d'écrivains parce qu'on commence très très vite, très très tôt avec le café à parler de tout ça. Et on se disait pourquoi Colette, pour chacune d'entre nous, avait été importante. Et pour moi, en tant qu'Italienne, née dans les années 60, j'ai fait un collège de bonnes sœurs, etc. Donc Colette, je la lisais pendant qu'il y avait les cours de maths et tout ça. Je ne suis pas très bonne en maths du coup, mais pour Colette, oui, je suis devenue très bonne. Et c'est vrai que ça a été... J'avais besoin d'exemples de femmes. J'avais besoin d'une littérature de femmes. Donc Virginia Woolf y est passée, Colette y est passée, mais même Sagan, mais même Woolf, Beauvoir, etc. Donc toutes ces femmes, je les ai lues pendant qu'il y avait histoire, géo, maths, etc. Et voilà pourquoi je suis devenue écrivaine. Du coup, vous n'êtes pas bonne en histoire non plus. Donc voilà pour Colette. Et en plus, c'est vrai... alors, je reviens à l'intitulé premier qui était celui de Colette et l'Italie. C'est vrai que Colette a été très mal vue en Italie quand elle a au début des années, au début de 1900, parce que l'Italie est quand même le pays du Vatican, pays très très catholique, très traditionnaliste, la femme à sa place, l'homme, c'est héros formidable. Et puis après, il y a eu le fascisme. Donc, c'est vrai que Colette avait très mauvaise presse en Italie jusqu'aux années 50-60. Ce n'est qu'après qu'elle a été totalement revisitée, aimée, retraduite, etc. Mais c'est vrai que pendant les 60 premières années du siècle dernier, eh ben, c'était quand même une femme scostumata, donc une femme qui était, voilà, qui avait fait du cabaret, qui se montrait à poil, qui parlait d'érotisme et même pourquoi pas de pornographie. Enfin voilà, c'était quelque chose qui cassait complètement les codes et de la bonne tenue italienne en tant que famille, la famille, etc. Et aussi forcément la femme soumise de Mussolini qui disait la femme doit obéir et porter des cornes avec décence. Voilà. C'est pas le cas de Colette, elle n'était pas du tout comme ça. Et Carmen Boustany, vous disiez à l'instant que ce qui vous avait séduite chez Colette, c'était son côté rebelle. Mais elle avait quelle image au Liban quand vous l'avez découverte? Pardon, elle avait quelle image au Liban? C'est-à-dire au Liban, réellement, elle n'était pas tellement connue. C'était plutôt son mari, Henri de Jouvenel, qui, sous le protectorat français, après, c'est lui qui a fait la constitution libanaise. Et lorsque j'ai dit à mon père, je vais travailler sur Colette, j'étais contente de venir à Lyon 2. Il m'a dit, ah, c'est la femme d'Henri de Jouvenel. Je dis, mais non, papa, qu'est-ce qu'elle a à faire? Il m'a dit, mais si. Alors, je n'étais pas convaincue, mais une fois que j'ai commencé à travailler Colette, je suis, oui, c'est la femme d'Henri de Jouvenel. Et lorsque j'ai rencontré sa fille, Colette de Jouvenel, je l'ai rencontrée après ma thèse pour qu'elle me parle de sa mère. Et là, elle n'a cessé que de parler d'Henri de Jouvenel. Elle avait une admiration pour son père. Et elle m'a dit qu'elle voulait venir au Liban parce que son père a été au Liban. J'étais très contente. J'ai dit, on va vous inviter. Et l'université s'est préparée et tout. Je reviens en septembre. Je ne sais pas, c'était dans les années 80, 82, je ne me rappelle pas très bien. Et une amie me dit, Carmen, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai dit, quoi? Elle m'a dit, parce que je lui avais raconté que je venais. Elle m'a dit, Colette de Jouvenel est décédée. Vraiment, c'était un choc pour moi.
Moi, j'arrive le 19 septembre, elle est décédée le 12 septembre. Et lorsque je suis rentrée à Beyrouth, je voulais absolument faire rentrer Colette dans le programme. À cette époque-là, j'étais jeune encore, je n'avais pas cette notoriété à l'université. Mais il s'est avéré que le chef du département, il a accepté de me donner 16 heures en 4e année. C'est lui qui a proposé. Et là, j'ai dit, je peux enseigner Colette? Il m'a dit oui, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai fait découvrir Colette à mes étudiants. Et il y avait vraiment une très belle réception chez les étudiants et les étudiantes. C'est-à-dire ma passion, j'ai réussi à la communiquer à ces étudiants et étudiantes. Il y en a qui ont fait des thèses, il y en a des exposés, des mémoires de master après. Et c'est ça. À un moment donné, à l'université, c'était Colette égale Carmen Boustany, parce qu'avant, elle ne faisait pas du tout figurer dans nos programmes. Paola Palma, vous disiez que vous vouliez faire un peu entendre le traducteur qui n'est pas là. Alors vous allez faire quoi? Vous allez lire en italien quelque chose qu'il a écrit et après nous dire ce que c'est? D'accord, on va faire comme ça. Je vais vous lire Il faut parler dans le micro, sinon ça ne va pas le faire. Je vais vous lire quelques lignes en italien qui ont été traduites par Angelo Molica Franco. Dites-moi, déjà, vous considérez que c'est très bien, et c'est un très bon traducteur? Oui, c'est vraiment, en plus c'est quelqu'un qui connaît vraiment l'œuvre de Colette, quelqu'un qui la lit aussi, qui est fasciné par sa prose, et c'est un vrai traducteur qui fait vraiment des recherches, qui va soigner l'origine des mots, le contexte historique. Non, c'est vraiment en fait, moi, je suis vraiment frustrée qu'il ne soit pas là. C'est pour ça que j'avais apporté ce livre. Ça, c'est parce que Frédéric est trop prudent. C'est un hasard, mais je voulais qu'il me le signe. Voilà, donc pour moi, c'est un mythe, en fait. Elle arrive à Rome en juillet 1915. Elle écrit des chroniques. Qui se trouvent dans le recueil Les Heures Longues, les Heures Longues qui sont publiées donc bien évidemment en français d'abord. Et elle arrive à Rome et elle observe les gens. Elle dit, osservando le persone di questo paese, i soldati nelle stazioni, i paesani addossati ai cancelli, appoggiati sulla vanga o sulla falce, mi viene da pensare, ecco i miei, ecco i nostri. Non c'è tra gli altri esseri umani chi ci somiglia anche solo fisicamente di più. Il sole li ha scuriti di una bronzatura più generosa, farine e vini più genuini dotano le loro donne di un seno più ricco e i loro bambini di stomaci e denti più robusti. A parte questo, ci somigliano molto. La proporzione dei loro tratti, il ritmo dei loro corpi ci sembrano da sempre familiari, penetrabili. En fait, elle est en train de dire que les Italiens, c'est le peuple qui ressemble davantage aux Français. Il y a juste quelques différences qui sont dues à la nourriture et au climat, mais sinon, pour la Française qui était Colette à Rome, ces êtres sont compréhensibles, familiers, pénétrables. Moi, je trouve que c'est une belle déclaration d'amour. C'est aussi, il y a aussi une lecture politique possible parce qu'on est en 1915. L'Italie venait de rentrer, de rejoindre les Alliés dans la guerre contre l'Autriche et l'Allemagne. Et donc, il y a aussi cette vision de ses frères et sœurs qui vont combattre avec la France aussi contre l'ennemi. Ce que elle a, à travers une autre guerre, mais elle a eu des contacts avec l'Italie aussi à travers son père qui avait combattu, qui était passé par l'Italie et qui apparemment, Colette le raconte, chantait encore des chants de guerre à Saint-Sauveur parfois en italien. Et quand il voulait faire enrager Sido, il évoquait la beauté des Milanaises. Alors, si on intitule cette table ronde Colette et la Méditerranée, on comprend
Carmen Boustany qui l'introduit à Beyrouth, Simonetta qui a été très impressionnée, enfin, elle a été fondatrice comme d'autres femmes, Paola qui s'intéresse, on va en reparler, à Colette et le cinéma. Mais alors, Colette méditerranéenne, je voudrais quand même votre avis, parce que moi je ne la sens pas méditerranéenne du tout. Simonetta? Il suffit d'aller à la Treille Muscat pour voir à quel point elle est méditerranéenne, même si elle a adoré Rosven par la suite. Je veux dire, quelqu'un qui parle comme ça des roses, des chats, du raisin, de la mer, parce que c'était quand même... Saint-Tropez, à l'époque, c'était avant Brigitte Bardot, donc c'était pas vraiment... le champagne qui coulait à flot entre les seins de filles dans les yachts, hein, c'était vraiment autre chose. C'était quand même un petit village de pêcheurs qui est celui de Dieu créa la femme, en fait. Donc 54-55, Colette meurt et Saint-Tropez commence une autre carrière, on va dire. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'on a le... On a dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Mais du coup, je vois plus personne. Il faut vous tourner. Je me retourne comme ça, je vais faire comme ça. Et donc, oui, pour moi, la sensualité de Colette est quand même une sensualité à 360 degrés. C'est-à-dire qu'elle peut très bien voir les brumes, donc dans les blés en herbe, les brumes, les entrées marines bretonnes, mais elle est aussi extrêmement sensible à la sensualité d'une abeille qui va juste butiner c'est juste la grappe de raisin, et elle va faire une page avec ça. Et c'est juste incroyable, en fait, la sensualité de cette femme est à toute épreuve. Elle est à l'épreuve de la brise marine de la Bretagne, comme du Mistral. D'ailleurs, elle le raconte, hein, ce Mistral, le train qui va vers quand elle faisait du cabaret, quand elle faisait du théâtre. Elle raconte tout ça. Et c'est incroyable à quel point, en fait, son corps s'adapte à tout. Et comment elle peut être fondamentalement méditerranéenne alors qu'elle ne l'est pas particulièrement. Et vous avez raison, tu as raison de dire que tu ne la vois pas, tu ne la sens pas comme ça, parce qu'elle peut être parfaitement parisienne aussi. Mais en même temps, quand vous dites finalement toute personne sensuelle est méditerranéenne, ça me convient. Ça me convient tout à fait. Carmen Boustany, vous la sentez méditerranéenne comme ça, parce qu'elle est sensuelle? Honnêtement, lorsque j'étais invitée à là, j'ai vu pour cette table ronde Colette et la Méditerranée. Ah non, ça s'appelait pas comme ça. Ça s'appelle Colette méditerranéenne. C'est différent. Oui, voilà, c'est-à-dire. Je me suis dit Colette et la Méditerranée. Colette et la Méditerranée. Mais après, en réfléchissant, j'ai trouvé que, mais oui, vraiment, elle a un côté des sensations, comme Simonetta vient de le dire, mais aussi la pratique du quotidien. Et pour moi, cet attachement de Colette à la Méditerranée remonte à son père, au capitaine, qui était lui originaire de Toulon et qui l'a habitué au goût de la cuisine provençale, à l'ail et à l'huile d'olive, alors que Sido utilisait toujours l'huile de noix. Et il lui fait découvrir et déguster la tomate, les aubergines, le poivron vert. Et donc, il y a eu chez elle un éveil des sens gustatifs et olfactifs en parallèle avec les sensations visuelles de Sido, qui l'invitait toujours « regarde de Miné chérie ». Et je trouve que ses parents ont contribué ensemble à créer une harmonie de sensations chez la petite. Et ces sensations, donc Colette est très sensuelle, on ne peut pas dire non. Et cet amour de la Méditerranée qu'elle n'avait pas au départ, à part que son père était originaire et ça le faisait rêver, la Méditerranée, mais c'est avec Maurice Goudecquet, lorsqu'elle a été à Saint-Tropez, elle est partie avant pour détourner avec des amants, avec son mari Henri Jouvenel, mais elle disait... ce bord du pays, c'est pas mon pays. Elle le disait à Hélène Picard dans sa lettre en 1921, à Marguerite Moreno en 1923. Mais c'est avec Goudecquet qu'elle a eu le coup de cœur, comme Simonetta vient de le mentionner, pour Saint-Tropez. Et là, elle a été vraiment si séduite par une petite maison
couverte de glycine, dont le jardin va jusqu'à la mer. Elle a été si charmée par ce paysage qu'elle a acheté tout de suite la treille muscate, et c'est là que tout son attachement à la Méditerranée est né en elle. Et pour moi, elle a passé d'un espace de la Bourgogne qu'elle a tant chanté dans sa vie et son œuvre à un autre espace. C'est-à-dire comme s'il y a eu une mobilité d'espace en elle, et elle a aimé cette Méditerranée comme elle a aimé Saint-Sauveur. C'était un autre port attractif pour elle. Et c'est là qu'elle invitait, donc le jardin était très important. Et dans ce jardin, elle a planté tous les légumes que son père lui a fait découvrir. Elle préparait des mets comme la bouillabaisse, les beignets d'aubergine, l'aïoli, lorsque elle invitait ses amis. Et elle disait, c'est ici maintenant que je peux vivre et peut-être je peux mourir dans cette maison. Et c'est dans La naissance du jour qu'elle a écrit son chef-d'œuvre. J'adore, moi, ce roman. Elle a écrit ce roman à la treille muscate, et elle en parle pas mal de la Méditerranée dans ce roman, dans La naissance du jour. Donc la Méditerranée, pour moi, je le découvre un peu sur le tas, grâce à Frédéric, que oui, elle a été importante pour Colette. Alors Paola, comme vous l'avez montré, elle a aimé l'Italie et les Italiens. Mais alors, pourquoi Colette et le cinéma? Pourquoi il faudrait le demander à elle. Parce que c'est ça, en fait, le fait, c'est qu'elle s'est occupée de plein de choses, elle a travaillé sur plein de choses, mais elle a toujours senti, su que le cinéma avait un futur, qu'il avait aussi un potentiel artistique. Elle a commencé déjà dans les années 10 à écrire sur le cinéma, dans une revue de critique cinématographique qui est, disons, la première, qui faisait un vrai discours esthétique et qui essayait aussi d'expliquer au public que les films étaient aussi de l'art. Elle était là et elle a toujours essayé pendant sa vie, à part l'écriture sur le cinéma, mais de travailler pour le cinéma, ce qui a plus ou moins bien marché selon les époques, et ce que la rapproche encore une fois de l'Italie, c'est que la première fois qu'elle est arrivée à vendre les droits de l'un de ses romans et à même assister au tournage, ça a été en Italie, parce que j'ai dit qu'elle a été en Italie en 1915, elle est revenue en 1916. Ce 2 fois parce qu'elle était envoyée pour des reportages, par le Matin la première fois, par la vie parisienne la deuxième, et la 3e fois en 1917, en réalité décembre 1916, elle accompagne Henri de Jouvenel, donc, qui était en mission diplomatique, on va dire. Elle était là pour des questions politiques, mais elle a quand même trouvé un moment pour aller à la rencontre d'un directeur délégué d'une société de production. Donc, elle a rencontré M. Girolamo Lo Savio, qui était le directeur délégué de la Film d'Arte Italiana, donc la maison de production associée à Pathé, donc associée à la Film d'Art de Pathé. Et elle a vendu les droits du livre. Elle a écrit aussi le scénario d'un film que malheureusement aujourd'hui est perdu, est invisible. On n'a pas une copie, on ne l'a pas encore retrouvé, j'espère, mais il n'est pas disponible. Mais il reste plein de témoignages sur ce film, et notamment un compte rendu qu'elle a écrit sur sa présence à Rome, dans les studios, pendant le tournage, où elle parle de Musidora sans la nommer. Elle appelle juste la vedette très photogénique.
parce qu'elle a imposé Musidora. Elle a imposé Musidora pour ce film. Et il y a une belle lettre qu'elle écrit à Musi en janvier 1917 où elle lui dit j'ai parlé avec Lo Savio, tout est bon, tiens-toi prête, n'en parle pas encore autour de toi parce qu'il vaut mieux ne pas trop bavarder sur ça. Mais tu sais, ça va aller, ça va commencer avec le contrat va être long, on va commencer avec La Vagabonde et tu connais la société, elle est solide. Et en fait, ce que j'ai découvert en fouillant les archives, et notamment de la Fondation Sédou Pathé, c'est qu'elle n'était pas si solide que ça, parce qu'il y a des lettres où Lo Savio écrit à M. Pathé, parce que M. Pathé, depuis déjà 1915, commençait à vouloir se débarrasser de cette collaboration et de cette société. Et en fait, elle sera fermée juste après le tournage et le départ de La Vagabonde pour la France. Donc c'est vrai que parfois l'histoire du cinéma et la recherche dans les archives des sociétés de production nous révèlent des petites coulisses. C'est-à-dire qu'on dit toujours que Colette a été très entreprenante, elle a été productrice finalement, productrice exécutive même, et agent pour son ami. Donc elle a poussé la présence de Musidora dans ses films, mais finalement elle ne pouvait pas tout savoir, elle ne pouvait pas tout saisir. D'ailleurs, l'industrie que le cinéma est aussi avait ses règles, avait ses manières de faire et défaire les choses. Comment on l'a perdu, ce film ? Le film est perdu parce que des copies ne sont pas conservées. C'est arrivé à on calcule 85% du cinéma muet qui n'a pas été conservé. Il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas une culture de la patrimonialisation du cinéma. Il n'y avait pas l'idée que le cinéma était une manifestation de la culture et donc que ça valait la peine de le conserver. Il n'y avait pas de dépôt légal, donc les films étaient produits, distribués, vus et puis jetés à la poubelle. Et ce film est parmi les films qui n'ont pas été conservés, probablement aussi parce que, comme il s'agit d'une production qui avait bien démarré, mais qui finalement est sortie au moment où la société des productions voulait un peu se détacher de ses œuvres, il n'a pas eu une très grande distribution, donc probablement ils n'ont pas tiré beaucoup de copies. Et en Italie, probablement il y en avait encore moins. Donc le film a circulé en Italie aussi, mais jusque-là, peut-être qu'un jour, c'est toujours possible, peut-être qu'un jour on va découvrir dans une cinémathèque que quelqu'un a mal étiqueté une boîte et que dedans il y a La Vagabonde et non pas, je ne sais pas, autre chose. Mais pour l'instant, on travaille sur le non-film, c'est-à-dire sur les lettres, sur les affiches, sur les cartes postales, sur la presse. Moi, j'ai plein d'informations sur ces films sans l'avoir vu. Alors, Paola, c'est sûr, a vu des films tirés de l'œuvre de Colette. Et vous en avez vu aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, moi, pendant que Paola parlait, j'ai pensé à Colette dans les dernières années de sa vie au Palais Royal, quand elle a reçu toutes ces jeunes filles qui allaient interpréter les rôles différents, Gigi notamment, qui a été interprétée au théâtre et puis au cinéma par des toutes jeunes filles qui avaient toutes à peu près le même profil. Et j'imagine ces jeunes femmes dans cet endroit un peu où il fait un peu trop chaud, où cette vieille dame au lit est un peu est très intelligente, a dû quelque part les metterle in soggezione, no? Elle devait être comme des petites souris à côté de cette vieille dame qui était une espèce de monument avec la présence de Goudequette à côté qui voilà, et puis les chats et tout. Et j'imagine donc Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, ces toutes petites filles qui allaient interpréter les rôles de la grande dame. Alors, je ne pense pas que le cinéma
enfin, ce que j'ai vu ou ce que je connais moi de ce qui a été tiré des œuvres de Colette, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'inoubliable pour moi. Je reste comme... Pour moi, il y a un film inoubliable. C'est lequel? Le blé en herbe. Le blé en herbe. À cause d'Edwige Feuillère que je trouvais magnifique. Et je sais pas. Pour moi, je suis restée à sa parole, à son... J'arrive pas tellement à visualiser quelque chose d'autre que ce que je me suis fait comme film personnel. Moi, je vous comprends parce qu'en général, je déteste ces adaptations. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça et je reste avec ses mots à elle et ma projection personnelle des mots de Colette dans mon esprit, dans mon cœur, avec mes propres, si c'est possible, mes propres interprètes. Et donc, notamment, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot très jeune, etc. Et c'est vrai que Gigi, qui est un petit bijou pour moi, mais j'ai envie de le voir plus dans mon cœur que dans ce qui a été fait, quoi. Carmen Boustany? C'est-à-dire, moi, je me rappelle la série des Claudine, mais honnêtement, je l'ai vue il y a une vingtaine d'années, je ne me rappelle plus le réalisateur, mais c'était fait d'une manière vraiment, c'était superbe. Je me rappelle de ce qui m'avait à l'époque resté dans mon souvenir, c'est le personnage d'Anaïs, la grande Anaïs dans Claudine à l'école, qui voulait découvrir le monde par le goût, d'où l'importance du goût d'ailleurs chez Colette. Et elle mangeait, elle avait dans les poches, dans le film et dans la bouche, elle avait gomme à effacer, elle mangeait le buvard rose, le bois des crayons. Et Claudine qui disait, moi au moins, je mange les papiers de cigarettes, mais pas dans toutes les marques. Ça m'est resté parce que ça m'avait amusé. Et puis Gigi, là, dernièrement, il y a 2 ans, à Mono, on m'a demandé de parler de Gigi, animer un film sur Gigi. Et j'aime bien Gigi, là, comment elle se révolte contre cette tante, le demi-monde et tout. Voilà. Mais Simonetta, en vous entendant, je réalise que finalement, vous avez totalement raison. Et pourquoi j'aime le blé en herbe? C'est parce que j'aime Edwige Feuillère et que j'oublie Colette, en fait. Alors que tous les écrivains que j'ai aimés, chaque fois que je vois des adaptations, je trouve que c'est épouvantable. Voilà. Peut-être Les Liaisons dangereuses, et encore, avec Malkovich. Oui. Mais encore, en fait, j'aime bien qu'on fasse une œuvre en soi. Quand on fait du cinéma, quand on rentre dans le... J'ai revu Bonjour Tristesse, c'est très bien, mais c'est pas mon Bonjour Tristesse à moi. Donc j'ai toujours un peu cette trahison dans laquelle je ne veux pas rentrer. Paola, les films? Les films que je préfère? Oui. Oh non, j'aime pas ce jeu-là. Aucun? Non, mais pourquoi des films, à votre avis? Pourquoi des films? Parce que vous vous intéressez au cinéma. Pourquoi adapter Colette? Alors que, comme le dit Simonetta, et finalement, toutes les œuvres qui sont fortes, on veut qu'elles restent en parole et qu'on les imagine. Elles ne sont pas faites pour le cinéma, en fait. Oui, mais Colette, la première, elle était vraiment intéressée aux adaptations. Elle voulait y gagner de l'argent. Elle avait aussi compris que c'était l'une des manières de promouvoir sa littérature, son personnage, sa persona. Donc c'est évident que... Et puis, le cinéma, mais le théâtre aussi, ils ont toujours adapté les grands romans à succès, c'est normal. L'une des premières contre-actions qui ont été faites autour des droits des romans de Colette ont été faits justement autour des Claudine, c'est naturel. Finalement, ça ne s'est pas vraiment fait comme Colette l'aurait voulu, c'est-à-dire avec Musidora dans le rôle de Claudine, parce qu'il y a eu des problèmes de droit. C'est-à-dire que Willy à l'époque avait encore le contrôle d'une partie des droits, et donc il ne voulait pas de Musidora en Claudine au cinéma. Et donc cette version-là n'a pas été réalisée. Ils ont réalisé plusieurs petits films. Je parle toujours de l'époque du cinéma muet, qui sont perdus, bien évidemment.
dont j'ai trouvé quelques traces, les interprètes, etc. Mais ce n'est pas une adaptation qui a eu beaucoup de succès de critique. Je pense qu'elle a été vue, il me semble qu'elle a été plutôt vue, mais ce n'est pas une série qui a eu beaucoup de succès. Par contre, le film auquel faisait référence Carmen tout à l'heure, un film de 1937 de Serge de Poligny, sonore donc, qui est joli, qui est un film tout à fait correct, et qui est un film qui essaye de mettre ensemble plusieurs romans de la série des Claudine. Voilà. Et puis, il y a des belles choses. Il y a Jacqueline Audry, qui, dans les années 40, a fait 3 adaptations du cinéma des romans de Colette, et qui a, parmi lesquels le premier Gigi cinématographique avec Daniel Delorme, qui a eu un plus, donc voilà pourquoi faire des films aussi, qui a vu décoller sa carrière à un moment où elle était presque prête à laisser tomber, parce qu'elle avait fait beaucoup de théâtre, mais elle n'arrivait pas à percer au cinéma. Et elle était à un moment de sa vie où elle était un peu... elle s'était dit, bon, si l'année prochaine ça ne marche toujours pas, je passe à autre chose. Et c'est là qu'elle a été choisie pour ce rôle de Gigi dans le film de Jacqueline Audry. Apparemment, Colette, il y est pour quelque chose, parce qu'elle a fortement approuvé ce choix. Et à partir de là, la carrière de Daniel Delorme a commencé vraiment à être une véritable carrière cinématographique. Donc sans cette adaptation, on aurait été privé d'une très grande actrice, femme féministe, intelligente, et qui finalement, et ça me semble vraiment la boucle bouclée, a interprété Colette dans la version télévisée de Jacques Demy de La naissance du jour. Et elle a interprété Colette d'une manière que je trouve très, très charmante, très intéressante. Alors Frédéric me fait des signes désespérés, mais comme on n'a pas commencé exactement à l'heure, je vais... Parce que j'ai l'habitude de vouloir... Donc on va quand même encore 1 ou 2 questions. Et Paola veut dire quelque chose, j'ai quelque chose à lui demander aussi. Parce qu'il y a 2 choses à vous demander. Oui. La première, c'est que quand vous dites qu'elle voulait imposer Musidora, etc., ça veut dire qu'elle était impliquée à ce moment-là. Est-ce qu'elle a été impliquée dans les autres adaptations, en 37 ou en 40, ou est-ce qu'elle a laissé vraiment les gens faire ce qu'ils voulaient? Non, elle a été impliquée dans Gigi, elle a collaboré à l'écriture des dialogues. J'ai même vu les scénarios sur lesquels elle faisait des commentaires, des corrections. Et il y a des belles échanges de lettres avec la réalisatrice. Et c'est là qu'on voit, encore une fois, ce sont les années 40, que Colette savait de quoi elle parlait quand elle parlait cinéma. Elle utilise les bons termes, elle a la langue technique du scénariste, du producteur, elle sait de quoi il s'agit. Donc oui, elle était dedans. Elle a aussi été présente sur la deuxième adaptation de Jacqueline Audry et non pas sur la troisième parce qu'elle était morte. Et elle a écrit le scénario de Divine, un film de Max Ophuls, qui en fait intègre Colette dans l'apparat, disons, promotionnel, parce que déjà dans les titres, dans le générique de début, vous avez Divine, le premier film scénarisé par Colette, sur un scénario de Colette, ce qui n'est pas vrai parce qu'elle avait déjà écrit des scénarios. Mais elle a été même sur le tournage. Sa fille, Colette Journel, était assistante à la réalisation. Et là aussi, il y a eu un bel échange avec Max Ophuls. Et moi, je trouve que, en plus, là, c'était vraiment la rencontre de 2 personnalités artistiques qui avaient beaucoup de choses en commun, notamment la manière de concevoir et représenter la femme qui exhibe son corps pour le spectacle vivant, dans ce cas-là. Cette violence
que représente pour les deux, pour Ophuls et pour Colette, cette exposition du corps, exposition au regard, et la vision du mariage en tant qu'institution, bon, pas parfaite, bon. Voilà, j'ai l'impression que vous voulez lire quelque chose. Non, parce qu'il ne faut pas que je tire trop sur la corde, parce que sinon la répression va être absolument frénétique et je ne tiens pas à m'y exposer. Non, c'était pour un rapport à la Méditerranée. Alors allons-y, on va terminer par la Méditerranée. En fait, quand Colette a été en 1915 à Rome pour une histoire d'hôtel, elle s'est retrouvée dans le même hôtel que Gabriele D'Annunzio, donc le grand poète héroïque italien. Et apparemment, M. D'Annunzio aurait voulu avoir, disons, une relation intime avec Colette, qui apparemment, d'ailleurs, il était ami de Barney et il avait aussi demandé d'être l'amant de Liane de Pougy, qui avait refusé. Et ben Colette aussi. L'amour pour la Méditerranée a des limites. Ouais, voilà. Mais bon, il était très charmé. Il avait été très charmé et il a envoyé un dépêche à Colette. 4 lignes que je vous lis. Donc il dit par la sorcière Catherine, je n'ai pas identifié qui c'est, j'ai aujourd'hui votre belle tête vivante sur ma table de travail. Donc une photographie, j'espère. Mais je voudrais aussi le secret de votre prose. Je baise vos mains, un souvenir de Rome 1915. On finit par Rome, donc c'est très très bien. Et puis je crois que vous l'aurez compris avec toutes les trois, si on est sensuel, si on aime l'huile d'olive, on est méditerranéen malgré tout. Merci à tous. C'est génial. Le scoop du... Alors moi j'ai juste des petites choses et puis une question. D'abord, si vous voulez en savoir plus sur la découverte de Colette Parsi-Veneta-Greggio, elle a collaboré, elle a participé aux séries du Monde qui est sorti en début d'année. Donc je crois qu'elle a des exemplaires sur le salon, donc vous pouvez retrouver son témoignage et puis surtout la lire et vous comprendrez mieux justement ce que Colette peut-être a pu apporter à son écriture et à son univers. Je remercie encore Carmen très très chaleureusement d'avoir, dans un contexte particulièrement difficile, accepté de quitter les routes pour être ici et on peut parler de ça, Colette, à elle. Et merci aussi d'avoir fait entendre ce pôle méditerranéen de l'œuvre de Colette. Et puis j'ai une question pour Paola, parce que nous avons projeté, les amis Colette qui sont présents ici de ça, on a projeté l'an passé une adaptation tout à fait récente d'un texte de Colette, La Chatte, par une réalisatrice italienne. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Je ne dis pas que c'est forcément un grand film, mais ça témoigne là encore de la présence de l'œuvre de Colette en Italie. Absolument, ouais. La réalisatrice est une metteur en scène et auteure et actrice de théâtre aussi, et assez âgée, qui adore les chats, et qui est une lectrice passionnée de Colette et qui a monté ce projet. Donc le film a été tourné à Bologne. J'ai été sur le tournage aussi. Les scènes de tournage avec le chat, qui était en fait le sien, n'était pas vraiment très agréable pour l'acteur protagoniste parce que il était censé garder ce chat dans ses bras. Donc vous connaissez la nouvelle. Donc il y a une histoire d'amour entre cette chatte et son maître. Et en fait, la chatte mettait ses griffes dans la chair de l'acteur et lui, il devait jouer en faisant semblant d'adorer cette chose qui est en train de... Il y a eu un moment où il s'est arrêté, non, il a dit non, là, ça suffit, là. Et bon, comme quoi le cinéma, c'est toujours un peu aussi ça. Donc c'est un petit film qui n'a pas eu une énorme circulation
qui a des défauts et des limites, mais qui a aussi une lecture amoureuse de l'œuvre de Colette. Il y a quelques beaux moments, je trouve. C'est un film ça vaut la peine d'être vu. Et c'est vrai que qui a vu passer ce film en Italie sûrement savait de quoi il s'agissait. Voilà. C'est vrai qu'il y a cette connaissance de l'œuvre de Colette. Alors j'en profite pour vous redire qu'il faut lire Colette et le cinéma de Paola Palma, et que pour la Méditerranée, il faut lire André Chédid, L'écriture de l'amour de Carmen Bustani, c'est là, et il faut lire Bellissima, mais si on lit Bellissima, il faut lire les deux autres, il y a Dolce Vita et Les Nouveaux Monstres. Ça fait du boulot. Hein.